Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La place des Vosges, première place royale de Paris. Le 27 septembre 1639, la statue équestre en bronze de Louis XIII est érigée au cœur de la place royale à Paris. Fondue par Daniel de Voltaire, elle est un don du cardinal de Richelieu au roi. L'on pouvait lire sur son piédestal en marbre blanc le double éloge que voici. À la glorieuse et immortelle mémoire du très grand et très invincible Louis le Juste, 13e du nom, roi de France et de Navarre. Armand, cardinal et duc de Richelieu, son premier ministre dans tous ses illustres et généreux desseins, comblé d'honneurs et de bienfaits par un si bon maître, lui a fait élever cette statue en témoignage de son zèle, de son obéissance et de sa fidélité. Première place royale parisienne, avant les places Dauphine, des Victoires, Vendôme et de la Concorde, la future place des Vosges a été commandée par Henri IV en 1605. Les plus grands architectes, peintres et sculpteurs de l'époque sont engagés par Sully pour exécuter un plan majestueux et réaliser un chef-d'œuvre d'équilibre et de raffinement, inspiré de la place ducale de Charleville-Mézières. Mais le couteau meurtrier de Ravaillac en 1610 éradique la possibilité d'inauguration de la sublime place carrée par le ver galant. C'est en 1612, à l'occasion des fiançailles du futur Louis XIII avec l'infante Anne d'Autriche, qu'a lieu une fête inaugurale sans précédent. Marie de Médicis, régente, veuve d'Henri IV et mère de Louis XIII, commandite pour l'événement un carrousel baptisé « Roman des Chevaliers de la Gloire ». Davantage un ballet galant qu'un tournoi, la parade est l'œuvre du baron de Bassompierre, homme enjoué, pétri de littérature italienne et espagnole, fin connaisseur du grec et du latin. S'inspirant du tableau du philosophe grec Cébès, Bassompierre imagine la déesse Félicité, fille d'Hercule, assise dans un palais où nul ne peut pénétrer, si ce n'est par la porte de la vertu, de l'honneur et de la gloire. Le cartel de défis des tenants, recruté dans toute la France au son des trompes, devra tenter de conquérir la belle, protégée par les 5 chevaliers de la gloire. L'heureux vainqueur se verra offrir un diamant de la main de la princesse Élisabeth, sœur du futur monarque. L'entreprise est faramineuse. Des bâtiments éphémères sont construits. Le palais de la Félicité, digne d'un conte de fées. Des échafauds pour les spectateurs, des tribunes pour la famille royale. 1000 mousquetaires et 500 gardes suisses sont mobilisés. 100 canons de l'arsenal devant faire trembler Paris sont réquisitionnés. Les parcours des compagnies équestres sont dessinés. 1000 fringants chevaliers défilent grandiosement, précédés de chars, musiciens, archers, hallebardiers, pages, que sais-je encore. Une foule brillante, vêtue d'or et d'argent, de perles et de pierres précieuses, se presse aux fenêtres des 36 pavillons roses et blancs de la place royale. Des badauds affluent de toutes parts, dans une effervescence aussi curieuse que joyeuse. Pas loin de 100 000 personnes se hâtent. Paris a toujours été une fête. Le Marais déborde. Le 3e jour des festivités, alors que les chevaliers de la gloire sont encore maîtres du palais de la Félicité, on organise une course à la bague pour départager un vainqueur. Les participants doivent décrocher un anneau suspendu à un mât dans une course au galop. Le marquis de Rouillac, de la Compagnie des Chevaliers du Soleil, fait mouche par 3 fois et remporte le précieux joyau. Comptant parmi les plus somptueuses et mémorables fêtes du grand siècle, cette joute historique placée sous le signe de la joie publique, Hilaritati Publicae, donne à la place royale ses lettres de noblesse, devenant même l'orgueil de la nation. Le lieu pourtant était déjà célèbre, puisque la place fut bâtie sur les ruines de l'hôtel des Tournelles. Cette maison royale, au passé tumultueux, fut le théâtre de réceptions brillantes et l'asile de grands d'un monde désormais révolu. C'est là qu'Henri II fut accidentellement tué
au cours du tournoi organisé en l'honneur du mariage de sa fille, donnant à Catherine de Médicis le désir d'abandonner, voire de détruire les tournelles, et faisant dire 2 siècles plus tard à Victor Hugo, qui logea de 1832 à 1848 sur ladite place, je cite, « Le coup de lance de Montgomery a créé la place des Vosges ». Les 36 pavillons, appuyés sur des arcades, élèvent 2 étages en briques rouges, percés de fenêtres à petits carreaux, et surmontés de toits pontus en ardoise bleue, abritant eux-mêmes 2 étages de service, confèrent à la place des Vosges une unité architecturale exceptionnelle. La place royale, sublime, hiératique presque, n'échappe pas aux turpitudes de la Révolution française. Les pelouses sont déterrées, les marbres brisés, la statue de Louis XIII démolie. Afin de faire disparaître toute trace de l'Ancien Régime, les révolutionnaires la rebaptisent Place des Fédérés en 1792 et Place de l'Indivisibilité l'année suivante. En 1800, elle change à nouveau de nom pour devenir la Place des Vosges, en l'honneur au premier département à s'être acquitté de ses impôts. La Restauration et le Second Empire réhabilitent la place royale, tandis que la Deuxième République revient à la place des Vosges. Une nouvelle statue équestre de Louis XIII, signée Jean-Pierre Cortot et Charles Dupaty, est érigée en 1829. Que de tourments pour cette belle endormie, dont Sébastien Mercier, qui avait parfois la dent dure dans ses tableaux de Paris, disait, je cite, « Ici, vous trouverez le siècle de Louis XIII, tant pour les mœurs que pour les opinions surannées. Là, pourtant, règne une élégance et un romantisme rares. Là émane un silence quasi religieux, comme si la belle place gardait jalousement le secret de ses fastes passés. »